La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, comment notre Terre s'est-elle faite ? En marge des révolutions qui ont fait couler du sang, une autre, plus discrète mais plus radicale, s'est déroulée au cours du XXe siècle. Progressivement, toutes les disciplines scientifiques ont pris acte que les objets qu'elles étudient n'ont pas toujours été tels qu'elles les observent. Plantes, bêtes, bactéries, roches, métaux, étoiles, planètes, espace-temps, tous ces êtres sont les produits d'une histoire et ils ont eux-mêmes une histoire. Notre Terre, pourtant bien ferme sous nos pieds, n'a pas toujours existé et la vie n'y a pas toujours été présente. Les étoiles, pour nos aïeux aussi stables que des idéalités platoniciennes, ne sont pas immuables. Elles se forment, évoluent, se transforment, agonisent, disparaissent en dispersant leurs atomes. Les atomes eux-mêmes n'ont pas toujours existé. L'univers primordial, saturé de particules élémentaires, s'agitant frénétiquement, n'en contenait aucun. Toutes les sciences contribuent à l'établissement de ce constat. Ainsi, la biologie évolutionniste assure que l'ensemble des espèces vivantes a percolé à travers la barrière des mutations et des sélections. Pour les espèces animales et humaines, ce sont la paléontologie et l'anthropologie qui montrent qu'elles ont émergé de filiations et d'engendrements successifs. Pour les corps inanimés, terrestres ou cosmiques, c'est la mutualisation des résultats de la chimie, de la physique et de l'astrophysique qui explique qu'ils sont l'aboutissement de très longs processus. La cosmologie contemporaine parvient quant à elle à décrire l'univers à rebrousse-temps, jusqu'à atteindre une description de sa phase primordiale, qui fut suivie de la naissance des galaxies et des étoiles, ainsi que de toutes les formes qui peuplent le ciel nocturne. Se déclinent ainsi des liens génétiques. Les étoiles sont les mères des atomes, elles ont pour ancêtres des nuages de poussière, dont la matière provient des phases les plus chaudes et les plus anciennes de l'univers. Bref, là où l'on avait longtemps vu que du permanent ou de l'invariable, on a fini par identifier des productions historiques, mais aussi des disparitions définitives, dont on a pu préciser les époques. Par exemple, la Terre s'est formée il y a 4,5 milliards d'années, et la vie y est apparue il y a environ 3,5 milliards d'années, et l'apparition de l'homme ne remonte quant à elle qu'à quelques petits millions d'années. En clair, la Terre a passé le plus clair de son temps sans nous. D'où notre question d'aujourd'hui, que lui est-il arrivé avant que nous arrivions ? Et pour répondre à cette question, j'ai le plaisir et la joie et l'honneur de recevoir deux invités. Le premier, c'est Pierrick Graviou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes géologue. Et le second, c'est Éric Orsena. Bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain et vous avez écrit tous les deux un livre qui s'intitule « Il était une fois la Terre » qui vient de paraître aux éditions Gallimard. J'ai une première question. Comment est-ce que vous êtes rencontrés, tous les deux ? Eh bien, c'était à l'occasion du Salon du Livre et je m'étais juré de ne plus accepter aucune préface. Car on me demande des préfaces à peu près tous les 2 jours. Je croise quelqu'un qui me dit « Écoutez, je sais que vous n'acceptez plus de préface, mais il y a quelqu'un, géologue, qui est en train de raconter l'histoire des roches les plus vieilles de France, et que ces roches les plus vieilles de France sont, car on a pu localiser votre maison en Bretagne, à 800 mètres de la dite maison. Est-ce que ça vous dirait de le rencontrer ? » Bien sûr, j'ai dit oui. Bien sûr, une amitié est née. Bien sûr, une préface a surgi. Et puis voilà. Et le livre en est suivi. Pourtant, le livre raconte une autre histoire. Que vous pêchez la palourde sur une plage de Bretagne et vous croisez un géologue qui s'intéresse aux roches qui s'y trouvent présentes. Mais oui, parce que je voulais pas tout raconter, mais je voulais garder... Il y a une part de fiction dans ce livre. Il n'y a pas une part de fiction, il y a une part de restriction. C'est tellement riche, les débuts d'une amitié, que je voulais raconter ça. Et puis, je voulais garder la primeur, l'avant-première mondiale de cette révélation à votre conversation. Merci, elle en est honorée. Pierrick Graviou, vous confirmez ? Alors, je confirme tout à fait, et je précise, puisqu'en réalité, lorsque nous nous sommes retrouvés, Éric et moi, sur cette petite plage de Bretagne Nord, et qu'Éric a découvert ces fameuses roches les plus anciennes de France, 2 milliards d'années quand même, c'est pas rien,
il a commencé à me poser des questions, se poser des questions, et à me demander de lui conseiller un livre qui raconte l'histoire de la Terre pour les nuls. Je lui ai malheureusement répondu que ce livre n'existait pas, et là il m'a dit « alors on va le faire tous les deux ». Et comment est-ce que vous avez collaboré ? Eh bien, moi je ne connais pas ces questions. Et il se trouve que depuis une vingtaine d'années, ayant pratiqué, appris, enseigné la plupart des sciences dites humaines, je connaissais rien aux sciences dites dures, aux sciences de la nature. Et je me suis dit que c'était pas possible. Donc j'ai commencé à apprendre un peu de biologie auprès de l'Institut Pasteur, j'ai commencé à apprendre d'autres disciplines, mais je ne connaissais rien du tout à la géologie. Rien du tout. Et donc le moment était venu. Et le moment était venu et passé, comme toujours, avec moi. Donc c'est vous qui avez tenu la plume, et Pierrick Graviot, vous avez écrit ensemble ? Vraiment ensemble ? C'est lui qui me donne les éléments. Et puis, c'est moi qui, après, raconte en forme récit. Mais il se trouve que j'ai eu, contrairement à d'autres expériences, pas eu besoin longtemps de modifier un peu les éléments factuels qu'il présentait. Parce que très vite, il s'est fait prendre par la magie du « il était une fois ». Et le côté narratif l'a emporté. Il faut dire que c'est pas son premier livre et qu'il nous a promené déjà dans beaucoup de paysages géologiques de notre pays et d'ailleurs. Je précise que votre livre est très joliment illustré par Serge Bloch. Ah oui, merveilleux Serge Bloch. Qui est parti de vos textes, j'imagine. Mais quand on lit ce livre qui raconte une histoire très complexe, très longue et très complexe, on comprend que pour vous, le mot origine veut dire conclusion. C'est-à-dire que quand vous racontez l'origine d'une chose qui est apparue au cours de l'histoire de la Terre ou même de l'univers, vous racontez une histoire qui a précédé l'apparition de cette chose, dont cette chose est la conclusion. Exactement. Mais alors moi, ça rapproche l'expérience la plus forte que j'ai eue de ma vie. J'étais un petit Parisien. Je ne voyais même pas le passage des saisons. Je vivais 9 mois par an dans un univers quasi stable et permanent. On voyait de temps en temps des feuilles tomber, c'est tout. Et j'arrivais en Bretagne, nord, tout près de l'endroit dont nous parlons, où il y avait un écart entre marée haute et marée basse qui peut aller jusqu'à 11 mètres. Donc je passais du stable à l'incertain. Et comme ce que je préférais, c'était l'incertain, je me dis, tiens, il doit y avoir une vérité. La vérité, c'est pas le stable de la ville, c'est l'incertain de la mer. À la fois les cycles et les variations. Et j'ai appris ça, mais dès l'âge de 8 ans. Et pour moi, c'est complètement lié et à l'écriture et à la navigation. Parce que l'écriture et la navigation se ressemblent en ceci que sur la page blanche, comme sur la mer, il n'y a pas de route prétracée. Et vous, Pierrick Graviot, qu'est-ce qui vous a amené à la géologie ? Alors, des vacances en Auvergne, avec mes parents, à l'âge de 13 ans, le hasard, des voisins qui étaient bretons, comme nous, on sympathise, et qui, de plus, étaient ce qu'on appelait à l'époque professeurs de sciences naturelles. Passionné de géologie, ça m'a beaucoup plu, et à 13 ans, j'ai décidé d'être géologue. Donc vous avez suivi une formation, vous avez passé un doctorat. Formation universitaire, voilà. Il n'y a pas le temps aujourd'hui de parler de toutes les questions que vous abordez dans ce livre épais, et en même temps très agréable à lire. Mais je vais quand même distiller quelques interrogations qui me viennent, qui me sont venues à la lecture de votre ouvrage. Par exemple, le fait que la Terre, dans un passé lointain, a tourné beaucoup plus vite qu'aujourd'hui. 4 fois plus vite. Les jours duraient 6 heures à peu près, et non, même pas 3 heures, et la nuit 3 heures aussi. Comment est-ce qu'on a pu établir ce résultat, scientifiquement, je veux dire ? Alors, on l'a su tout simplement parce que on a pu mesurer après que la Lune se soit formée. La Lune s'est formée, j'ouvre une petite parenthèse, par collision entre la Terre et une planète qui passait par là un petit peu par hasard de la taille de Mars. Et de cette collision est née la Lune. Et on sait que lorsque la Lune s'est formée, la Lune a ralenti
la Terre par attraction. Ça, on a pu le mesurer, et donc on a pu du coup calculer la vitesse, on va dire estimer la vitesse que la Terre avait pu pouvoir avant, mais aussi par comparaison avec la vitesse de rotation d'autres planètes du système solaire. Le Soleil, à l'époque, était en rodage, c'est-à-dire qu'il émettait moins de puissance lumineuse qu'aujourd'hui. 80%, ouais. À peu près. Ça va finir un jour, évidemment. Mais est-ce que ça a eu un effet, évidemment, j'imagine, majeur sur le climat ? Mais là, on commence avec plutôt la fin de l'histoire, parce que le climat, c'est une notion finalement assez récente pour la Terre, non ? Pas vraiment. On peut parler de climat à partir du moment où une première atmosphère s'est formée sur la Terre. Et quand on pense à climat, on pense aussi aux saisons. Et là aussi, on le doit à la Lune, à qui on doit l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre. C'est au moment de cette collision que l'axe de la Terre s'est incliné, et qui a donc provoqué les saisons avec les influences que l'on connaît sur le climat. Mais à votre avis, par quoi il faut commencer quand on raconte l'histoire de la Terre ? De ces fameuses collisions entre planètes ? Non, à mon sens, il faut commencer en disant que ça n'a pas été donné comme ça. Il y a eu une longue histoire. Il y a eu des origines, des tas d'événements dramatiques, heureux, émerveillants, etc., etc. Et donc, moi, ce qui m'a frappé quand j'ai commencé à discuter avec Pierrick, c'est la dimension du temps, que moi, je ne connaissais pas. Il se trouve que je suis économiste, et économiste, on est dans l'accéléré des marchés, ce genre de choses. Et quand on parle de la mondialisation, on parle de l'espace. Mais on ne parle pas de l'accélération du temps. Alors quand vous dites que, par exemple, il y a on dit le temps s'accélère, mais c'est le temps d'accélérer des salles de marché. Quand on voit que ça, c'est la rotation de la Terre qui s'accélère à toute vitesse et puis se ralentit. Donc, commencez par dire, attendez, tout est instable, tout est mobile, tout n'est pas donné pour acquis, tout va changer. Et donc, c'est un peu comme... Moi, je suis passionné par, vous savez, ce qu'on appelait au Moyen-Âge l'universelle analogie. C'est-à-dire ce qui, dans le tout petit, rappelle le plus grand et réciproquement. Et moi, je pense qu'il s'agit au fond, c'est une allégorie un peu comme ça, niaise, mais une grande histoire d'amour. C'est-à-dire, rien n'est donné. Et moi, j'ai appris de ça que rien n'était donné. Et que, on le dit à un moment donné, puisque le grand architecte, on cite Buffon, le grand architecte, c'est le temps. Vous le mettez en exergue. Et moi, j'ignorais le temps. J'ignorais le temps extrêmement restreint, qui est par exemple celui de Proust. Vous comprenez, une vie comme ça, une soirée, etc. Là, pas du tout. Vous êtes en train d'expliquer ce que Michel Serres expliquait par ailleurs, à savoir que notre mémoire ne s'est jamais déployée que sur le terreau d'un colossal oubli, comme il le disait. C'est-à-dire qu'il y a une très longue histoire qui nous a précédés. Or, quand nous parlons d'histoire, nous ne parlons que de l'histoire de l'humanité. Vous savez, Michel a été mon maître, vraiment, que j'avais bien connu bien avant d'entrer à l'Académie, et son contrat naturel, ce qu'il avait écrit, cette relation qu'on peut avoir avec la nature, a complètement changé mon existence. En disant, comme il disait, tu as oublié l'essentiel. Et quand on parle du temps, moi, je pense, la première discussion longue qu'on a eue sur le temps, je parlais de la vallée de la Seine. Je disais, comment ce petit fleuve ridicule a-t-il pu créer une vallée aussi profonde dans les endroits après Rouen ? Il m'a dit, mais tu oublies le temps. Si tu as une érosion de 4-5 mm par an, qu'est-ce que c'est ? C'est rien du tout. Tu multiplies par 200 000 années et puis tu as ça. Donc c'est ça qui me fascine. Moi, ce qui m'a toujours fasciné, c'est que au fond, plus c'est loin, plus on s'y intéresse, et plus c'est près, plus on le dédaigne. Regardez notre méconnaissance, notre dédain, notre mépris vis-à-vis du sol. Je suis en train de me passionner pour le sol. Qu'est-ce qui vous passionne dans le sol, Éric Orsena ? Parce que c'est vivant, c'est pas un support. Et que s'il n'y a pas de sol, on n'existe pas. Ça me fascine de voir que du si proche essentiel, aussi proche essentiel, on préfère le très très lointain hypothétique. Pierrick Graviou, alors Éric Orsena parle de sol, mais sous le sol, il y a plein de choses. Sous le sol, il y a par exemple un manteau, il y a un noyau. Sous le sol, il y a plein de choses. Il y a, si on reprend un petit peu simplement la structure de la Terre, il y a d'abord la croûte.
la croûte terrestre qui enveloppe la Terre et qui fait en moyenne entre 15 et 40 ou 50 kilomètres d'épaisseur. Et ensuite, sous cette croûte, il y a le manteau. On dit classiquement que la croûte flotte sur le manteau. C'est pas complètement faux, à ceci près que le manteau n'est pas liquide. Le manteau est une structure solide, mais qui peut quand même fluer à la manière un petit peu, aux différences de température près, il a une certaine viscosité. Qui peut fluer. Hein, un glacier, ça flue, ça bouge, ça avance, ça descend. Le manteau, c'est la même chose. Le manteau est animé de ce qu'on appelle des mouvements de convection, hein, un petit peu comme de l'eau qui bout dans une casserole, mais ce manteau reste solide. Et ensuite, sous ce manteau, donc au centre de la Terre, il y a le noyau, qui est constitué d'un noyau central qu'on appelle la graine, et d'une enveloppe liquide, donc noyau métallique au total, avec des courants électriques qui sont engendrés entre ce noyau solide et liquide, et qui donnent le champ magnétique qui protège la Terre des rayons cosmiques et des vents solaires. Ce qui fait que sans cette différenciation, sans ce noyau, nous ne serions peut-être pas là aujourd'hui. Ce qui veut dire que quand on regarde cette histoire de la Terre, on s'aperçoit qu'il y a tellement d'événements contingents qui ont permis à la Terre d'être comme elle est, qu'on peut se demander si on pourrait trouver l'équivalent de la Terre ailleurs. Alors, c'est peut-être une question prématurée, parce qu'on n'a pas encore raconté l'histoire. Vaste question. Je vais vous dire, avant d'écrire ce livre, moi j'étais persuadé, comme la plupart des scientifiques aujourd'hui, qu'il y a des milliers, des millions, des milliards de planètes, probablement voilà, tout à fait, dans l'univers qui abritent la vie, peut-être avec des civilisations relativement avancées. Et puis, nous avons écrit ce livre et je l'ai relu intégralement, tranquillement, et à la fin de cette relecture, quand je me suis aperçu de cette suite de concours de circonstances pour arriver jusqu'à la vie, pour arriver jusqu'à nous, je me suis dit que finalement, bon, je ne dis pas qu'on est seul dans l'univers, mais que finalement, la vie n'est peut-être pas aussi diversifiée. Enfin, un astrophysicien qu'on a reçu récemment, Jean-Pierre Bibring, est arrivé à la même conclusion. Il a d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle « Seul dans l'univers », sans mettre de point, avec cette idée qu'il y a tellement de contingences dans l'histoire de la Terre que même s'il y a beaucoup d'exoplanètes, la probabilité qu'on en trouve une qui soit semblable à la Terre est quasiment nulle. D'ailleurs, on trouve très peu d'exoplanètes qui soient semblables par groupe de 2, par exemple. Il ne faut pas que la planète soit trop proche du Soleil, sinon elle brûle. Pas trop loin, sinon il fait trop froid. Il faut qu'il y ait une rotation, et ça, merci la Lune, parce qu'elle a ralenti, mais voilà. L'axe, je le répète, incliné avec les saisons. Enfin, tout ça, ce sont des choses qui ont contribué à notre évolution, à l'évolution. Éric Orsena. On parlait du bouleversement qui a été entraîné par l'écriture du livre, c'est qu'on passe d'une vision d'un monde stable à un monde mouvant, et on passe d'une vie, au fond, très répandue à une vie extrêmement rare. Donc, au fond, on pense à quelque chose d'infiniment riche et d'infiniment fragile. Et je reprends ça, on dit toujours, mais quand on rencontre quelqu'un, toujours cette référence à l'amour qui m'obsède et qui me fait vivre, c'est que comment vous êtes-vous rencontrés? Alors on raconte, j'adore les rencontres, j'adore raconter les rencontres. Et on voit 2, 3 hasards, mais pas plus. Là, c'est une infinité de hasards, qui sont des infinités de rendez-vous. On dit un hasard est un rendez-vous, et on est dans l'aléatoire. Et donc tout ça me donne un prix infini, c'est-à-dire j'aimais la vie, j'aimais la Terre qui m'éblouit, cette planète m'éblouit que je connais assez bien pour avoir navigué sur elle, promené sur elle, marché sur elle, grimpé sur elle. Eh bien, je l'aime encore plus en disant, mais
comment est-ce qu'on a pu bénéficier de cette invraisemblable rareté et qui donc est invraisemblable fragilité. Et quand je vois des crétins qui vont dépenser des milliards pour aller s'installer sur un caillou de merde qu'on appelle Mars, alors je veux dire, ils étaient déjà débiles en gagnant leur pognon avec des objectifs ridicules, mais alors vraiment faire une marina dans un endroit où il n'y a pas de mer, c'est vraiment à la limite de leur cerveau rétréci. Pierrick Graviot, vous avez le même rapport à la singularité de la Terre ? Oui, complètement. Et pour reparler des concours de circonstances, je pense à la fameuse disparition des dinosaures, dont on parle beaucoup. Alors il y a les tenants de la météorite qui s'est écrasée au Mexique il y a 65-66 millions d'années. Il y a les tenants de l'épanchement volcanique absolument considérable qui a eu lieu en Inde, dans les trappes du Décan. Et puis, il y a les autres chercheurs qui pensent plutôt à une modification climatique. En réalité, quand on regarde un petit peu l'enchaînement des phénomènes et puis les autres crises biologiques qui ont pu exister par les passés, puisqu'il y en a eu 5 ou 6 au total, on se rend compte que une météorite à elle seule ne suffit généralement pas pour éradiquer autant d'êtres vivants, parce qu'on parle des dinosaures, mais c'était aussi les ammonites, il y a énormément d'organismes qui ont disparu à ce moment-là. En termes de volcanisme, c'est pareil, il y a eu des épanchements volcaniques absolument considérables à d'autres moments qui n'ont pas produit les mêmes effets. Juste un petit point, pardonne-moi, mais je suis évidemment attentif à la manière dont tu parles, et notamment les mots merveilleux. Qu'est-ce qu'on peut rêver d'une nuit avec une dame ou un garçon, selon nos préférences, décidément, que épanchement volcanique. C'est quand même formidable. Si on pouvait me remercier au matin de l'épanchement volcanique dont j'ai fait preuve malgré mon âge, écoute, je serais encore plus joyeux qu'aujourd'hui à France Culture. Alors que vous, dans le livre, vous dites simplement que les volcans sont des soupapes pour la Terre qui lui permettent d'évacuer son excédent de chaleur. Parce que vous avez compris que ce livre est d'une immense pudeur et que j'aurai une version pour adultes qui ne va pas tarder à sortir. Continuez, monsieur Graviot. J'en étais donc au volcanisme, et puis je disais qu'il y a un troisième groupe de chercheurs qui pensent plutôt à une modification climatique, un refroidissement qui est, c'est vrai, c'est réalisé à la fin du Crétacé. Et donc en fait, quand on regarde un petit peu les événements d'un peu plus près, on se rend compte que c'est probablement un concours de circonstances et l'enchaînement de ces trois événements qui ont amené à l'éradication, si on peut dire, des dinosaures. Parce qu'il en reste. Est-ce que c'est facile pour un professeur comme vous d'éduquer un élève aussi dissipé que monsieur Orsena? Silence. Non, pas du tout. Il y a quand même c'est une histoire très riche, on l'a dit, mais il y a quand même des dates clés. Pardon, est-ce qu'on est capable de dire quand sont apparus, ou quand est apparu le premier océan sur la Terre? Alors, on peut pas donner de date, bien évidemment, précise, mais tout ça s'est fait très très rapidement après la formation de la Terre, puisque on a trouvé des zircons. Donc, les zircons, ce sont des petits minéraux très résistants, pratiquement indestructibles, et qui se forment essentiellement dans les roches magmatiques. Et ces zircons, en plus, se datent relativement facilement. Et on a pu dater les plus anciens zircons de la planète à 4,4 milliards d'années. Et dans ces zircons, il y avait déjà des inclusions fluides avec un petit peu d'eau. Le premier océan était vert, d'après ce que j'ai compris, parce que l'eau en question était ferrugineuse, comme dit Bourvil. Et qu'est-ce qui a fait que l'océan a changé de couleur? Il est devenu rouge, je crois, assez rapidement. Tout à fait. Alors en fait, le fer qui était libéré par ces fameuses éruptions volcaniques était oxydé dans un premier temps à l'état ferreux pour former donc ce qu'on appelle du FeO, du fer ferreux, qui est soluble dans l'eau et qui a une couleur verte. Donc l'océan primitif, l'océan à la base, était de couleur verte.
Et lorsque la vie a fait son apparition, 3,8 millions, 3,5 milliards, on ne sait pas trop, toujours est-il que cette vie a créé l'oxygène. Au départ, l'atmosphère primitive de la Terre ne comportait pas du tout d'oxygène. Et l'oxygène a été généré par la photosynthèse des bactéries pour qui, les premières, l'oxygène était un poison. Et c'est cet oxygène dans l'eau, donc généré par ces premières bactéries, qui a oxydé le fer ferreux en fer ferrique, Fe2O3, qui lui est rouge et qui n'est plus soluble dans l'eau. Donc l'océan est passé directement du vert au rouge. Progressivement. Est-ce que la Terre a été, dans certaines phases de son histoire, ce qu'on pourrait appeler une aquaplanète, c'est-à-dire une planète entièrement recouverte d'eau? Complètement. À ses débuts, les continents n'existaient pas. Les continents n'existaient pas. Il y avait donc cette croûte dont j'ai parlé tout à l'heure, une croûte primitive, recouverte d'eau intégralement, et les continents n'existaient pas. Et c'est à partir de 4 milliards d'années, ça on en est à peu près sûr, que les premiers embryons de continents ont commencé à se former. Mais peut-être, les chercheurs ne sont pas tous d'accord, peut-être dès 4,4 milliards d'années. Alors, on parle souvent du point Nemo, qui est le point le plus éloigné de toute Terre émergée. Quand est-ce que ce point, évidemment, s'est déplacé au cours de l'histoire, mais quand est-ce qu'il est apparu? C'est-à-dire, quand est-ce que les premiers continents, les premières surfaces immergées sont apparues à la surface du globe? Eh bien, donc, probablement à partir de 4 milliards d'années. Ça, on en est à peu près sûr. Peut-être avant, comme je disais, à partir de 4,4 milliards d'années, c'est-à-dire quand même très très rapidement après la formation de la Terre. Et vous avez parlé à l'instant là de roches magmatiques. Oui. Alors j'ai compris en vous lisant qu'il y a 3 sortes de roches, les sédimentaires, les magmatiques et les troisièmes métamorphiques. Les métamorphiques. Comment est-ce qu'on les distingue? Est-ce qu'on peut les repérer facilement? Et vous qui êtes géologue, quand vous tombez sur une roche, est-ce que vous êtes tout de suite capable de dire si elle est magmatique, sédimentaire ou métamorphique? Oui, pour nous géologues, c'est en général relativement facile. Les roches sédimentaires se forment à la surface de la Terre par généralement des dépôts donc de sédiments qui proviennent de l'érosion. Oui, toutes les roches que vous voyez sont à la surface de la Terre. Oui. Alors, laissez-moi finir. Donc, qui proviennent de l'érosion et de l'altération des roches préexistantes, qui peuvent être magmatiques, métamorphiques, etc., dans les chaînes de montagnes, par exemple. Et toutes ces particules sédimentaires vont venir se déposer dans ce qu'on appelle des bassins. Alors, généralement, ça se passe au fond des mers et des océans, mais il peut y avoir également des bassins intérieurs, dans des lacs ou dans des lagunes, et à chaque fois, ce sont des roches sédimentaires. À l'inverse, les roches magmatiques sont issues du refroidissement ou de la cristallisation d'un magma qui, lui, vient le plus souvent de la fusion partielle du manteau ou de la croûte inférieure. Et lorsqu'un magma est généré, il est en général plus léger que les roches environnantes. Il va donc avoir tendance à remonter vers la surface. Et là, il peut se passer 2 choses. Soit le magma, à la faveur de fractures, arrive jusqu'en surface, et là, il s'épanche ou il donne des projections, et on a affaire à des roches volcaniques qui refroidissent rapidement à la surface de la Terre. Soit, autre possibilité, le magma reste coincé dans l'intérieur de la croûte terrestre, où il va cristalliser plus tranquillement dans ce que l'on appelle des chambres magmatiques, c'est-à-dire des espèces de grandes cavités. Et ce magma, en cristallisant rapidement, va émettre des germes cristallins qui vont grandir tranquillement pour donner des roches, par exemple, comme le granit. Il y a des noms très jolis qui sont donnés à ces roches magmatiques, ça doit vous plaire, Eric Orsena. D'ailleurs, on sent un plaisir d'écriture chez vous à nommer des choses qui ont des noms magiques. Ah bah évidemment. Par exemple, évidemment. Les tonalites, les granodiorites, les dolérites, les anthésites, les rhyolites.
Mais vous savez, les troncs de gémite. C'est le poème de la Terre. C'est ça qui est amusant. Et que quand on voit la référence, je pensais en travaillant avec Pierrick à l'immense poème comme ça de Neruda qui s'appelle Le Chant de la Terre. C'est-à-dire à quel point la poésie est scientifique. Vous savez, moi, je suis né parce que j'avais ma maman qui était monarchiste qui me racontait l'histoire de roi de Rennes. Mon père qui était marin dans l'aéronaval de réserve, il me racontait l'histoire de pirates, tout ça. Mon grand-père latino-américain cubain me racontait cette histoire. Et puis, à un moment donné, ils m'ont dit, bon, maintenant, raconte des histoires. Et avec les scientifiques que je connais maintenant depuis une quinzaine d'années, je me rends compte que les histoires vraies, comme on dit, valent tout à fait les histoires inventées. Et que la science invente, c'est-à-dire que et donne des idées pour inventer soi-disant du faux, du vrai. Donc, de la même manière que le stable est devenu mouvant, le faux est devenu vrai et le vrai échange aussi avec le faux. Donc, ça donne une sorte à la fois d'émerveillement qu'on a vis-à-vis de la vie et aussi d'incroyable gaieté en disant mais c'est ce cadeau-là qu'on m'a donné. C'est ce cadeau-là, c'est-à-dire cette vie m'a donné, cette terre, on me l'a donné ce cadeau et je m'en fous. Enfin, mais justement, en écoutant Pierrick Graviot, quelle a été la chose qui vous a dit, qui a provoqué en vous la plus grande joie intellectuelle? Une sorte de découverte qui vous a bouleversé? C'est cette histoire. C'est déjà, quand vous voyez l'histoire que me racontait ma maman, qui est l'histoire d'Ulysse, l'Odyssée, je me disais, tiens, il va dans tous les rivages. Mais là, je plongeais dans des territoires absolument inconnus, dans des périodes absolument invraisemblables. Et je me disais, regarde cette histoire. Moi, je suis un enfant des histoires. Vous voyez, autrement, je m'ennuie, ça paraît imbécile de dire ça, mais je veux être plus grand, plus divers, plus fou, plus incertain que je ne suis, sans arrêt. Et donc là, il y avait une sorte d'invraisemblable réservoir de vie qui m'était donné et que j'aurais pu, si l'amitié n'était pas venue à mon secours, que j'aurais pu ne pas connaître avant de quitter cette terre. C'est quand même incroyable. Et ça vous a fait un choc, par exemple, d'apprendre qu'il y a eu des volcans en Bretagne? Bien sûr que oui, je savais un peu ça parce que j'avais une tante qui était assez volcanique. Je me disais peut-être que ça vient de là, de cette idée-là, et donc elle peut plus qu'il y ait des colères absolument incroyables. Je dis, tiens, il y a une éruption qui commence. Tante Margot, calme-toi, tante Margot, calme-toi. Ah, ça vient d'un volcan. Je parle d'éruption du passé, moi. Oui, non, mais c'est pareil. Moi, je bouscule les époques. Vous savez, je suis comme ça, et donc, parce qu'on m'avait expliqué quand même ce qui se passait. Pourquoi on passait à un moment donné quand on allait dans les Alpes et puis on avait en Bretagne. Pourquoi c'est arrondi? Alors on me disait c'est l'érosion, etc. Alors je disais mais comment ça s'est arrondi? Ça s'est calmé. Alors moi j'ai des mots comme ça, donc je vais t'expliquer comment ça s'est calmé. Et puis mais alors ça peut recommencer? On ne sait pas. Vous voyez, c'est ce genre de choses comme ça. C'est ce dialogue entre, vous savez, je suis mais désespéré qu'on ait distingué. C'est-à-dire séparer la culture dite littéraire de la culture scientifique. Nous sommes d'accord, mais j'ai tout à fait perdu l'espoir de maintenir un fil conducteur dans cette émission. Mais il n'y a aucun fil. Mais justement, je vais quand même revenir aux roches magmatiques dont parlait Pierrick Graviot à l'instant. Vous dites dans le livre que toutes ces roches, qui ont des noms magnifiques, comme je l'ai dit, se sont finalement transformées en gneiss. C'est que j'ai bien prononcé ? Tout à fait. Ça s'écrit G-N-E-I-2-S. Tout à fait. Et là, donc, on revient aux fameuses 3 familles de roches dont on parlait tout à l'heure. On avait évoqué les roches sédimentaires, ensuite les roches magmatiques, et restait cette 3e famille des roches métamorphiques, dont font partie ces gneiss. Alors, comment se forment les roches métamorphiques? Tout simplement par enfouissement des roches précédentes, qu'elles soient sédimentaires ou magmatiques, ou même déjà métamorphiques, parce qu'il peut y avoir plusieurs cycles, bien évidemment, qui peuvent se répéter dans le temps. Et ces roches métamorphiques se forment généralement lorsque l'enfouissement se fait à la faveur de la formation d'une chaîne de montagnes, par exemple. Et on va retrouver des roches sédimentaires ou des roches magmatiques qui peuvent plonger à plusieurs dizaines de kilomètres sous la surface. À partir de ce moment-là, il y a recristallisation à l'état solide des roches, redistribution des atomes, de nouveaux minéraux apparaissent, souvent
sous des pressions qui font que la roche devient transformée, devient écrasée, et on va se retrouver donc avec des gneiss qui peuvent être par exemple d'anciens granites écrasés, où on reconnaît encore la structure du granit, hein, mais ça peut être aussi des schistes, par exemple, des schistes ardoisiers, qui sont d'anciennes roches sédimentaires, d'anciens dépôts d'argile, tout simplement. C'était fascinant. Imaginez que vous promenez avec Pierrick, vous promenez au bord de la plage, et vous voyez, tout bouge, sauf les pierres. Donc vous dites, chic, chouette, enfin quelque chose de stable. Et il me dit, mais si tu ne les vois pas se métamorphoser, c'est que tu n'as pas la bonne horloge. C'est ça qui est fascinant. Comprenez, c'est cette dimension incroyable. On est petit, on a des certitudes. Eh ben non, tu n'as pas de certitude. Et on échange la certitude contre l'émerveillement. Et toute ma vie, je me battrai pour échanger sans aucune sorte de crainte, au contraire, avec une gourmandise infinie, la certitude contre l'émerveillement. Et là, on revient à cette notion de temps, qui est absolument fondamentale en géologie, avec ce qu'on peut appeler le temps de l'homme, qui est notre temps, que l'on mesure en secondes, en heures, en jours, en dizaines d'années, et le temps de la Terre, qui se mesure en millions et en milliards d'années. Et pour prendre un simple exemple un petit peu concret, je vous expliquais tout à l'heure que le granit est une roche qui se forme en profondeur à l'intérieur de la croûte terrestre, à, par exemple, 5 ou 10 kilomètres de profondeur. Et la question qui m'est souvent posée lorsque j'anime des sorties sur le terrain, mais comment se fait-il que l'on puisse aujourd'hui marcher sur du granit à la surface de la Terre? Comment est-il sorti de cette croûte? Alors, vous allez me parler de saccduction, non? Oui, alors ça, c'est encore parce que j'ai appris des mots, j'essaie de les caser. C'est encore autre chose. Non, là, c'est tout simplement l'érosion. Éric en a parlé tout à l'heure, qui, année après année, jour après jour, va éroder les terrains superficiels. Alors, on se dit, mais c'est pas possible. On peut pas éroder 10 kilomètres de croûte, 10 kilomètres d'épaisseur de roche. Mais si on a 300 millions d'années devant nous. Voilà, et c'est ça qui est magique. Parlez-nous des archées, notamment de celles qui sont méthanogènes, comme vous dites. C'est un petit chapitre qui m'a fasciné. Qu'est-ce que c'est qu'une archée ? Alors, une archée, c'est une lointaine cousine, on va dire. Je ne suis pas biologiste, je ne rentrerai pas dans le détail, mais une cousine un peu éloignée des bactéries, avec une membrane de la composition est un petit peu différente. Et ces archées, tout au moins certaines d'entre elles, ont la possibilité, la faculté de pouvoir vivre dans des milieux absolument extrêmes, dans des lacs acides, sous des températures de plus de 80 degrés centigrades. Enfin, et aussi dans nos intestins. Et aussi dans nos intestins. Et ça, tout à fait. Et ça a inspiré Monsieur Orsena qui a parlé dans ce livre, qui a cru bon d'évoquer le dieu Crépitus. Bien sûr, mais ça, on va revenir sur Crépitus. Mais ce qui est dans cette affaire, avec les archées, avec les bactéries, avec les virus, on est là au cœur des mécanismes du vivant. Et il y a un livre exceptionnel, que j'ai pu comprendre, donc c'est simple, qui a été fait par Pascal Cossard, qui est une grande biologiste à l'Institut Pasteur, et Fabrice Hibert, qui a fait aussi des dessins incroyables là-dessus, sur tous ces petits personnages qui sont les archées, les virus, les bactéries. Et tout ce petit monde grouillant comme ça, qui trouve une place dans les endroits invraisemblables. Et il se trouve que j'ai l'immense honneur d'être à l'Académie française au fauteuil de Pasteur. Je suis ambassadeur de l'Institut Pasteur maintenant. Et donc, je suis, pour expliquer ce que font les chercheurs de Pasteur. Et notamment ce travail passionnant du microbiote, c'est-à-dire tout ce que nous avons dans l'intestin. Nouvelle preuve d'ailleurs, puisque ces savoirs datent d'une quinzaine d'années. Nouvelle preuve d'ailleurs que plus c'est près, plus on s'en fout. C'est quand même incroyable. Et c'est le microbiote, donc tout ce qui se passe là à l'intérieur de l'intestin, et les rapports qu'il y a, c'est-à-dire les messages qu'envoient au cerveau ces petites bestioles à l'intérieur.
et des bestioles, aussi des végétaux, parce qu'il y a aussi le mycobiote qui est les champignons. Et donc ce mécanisme-là, il y a les 5 sens qui alertent le cerveau, mais il y a aussi ce 6e sens. Et j'ai passé la semaine dernière, comme ça, 3 jours avec ces chercheurs de ça qui étaient à l'écoute de ces cerveaux, de ces signaux les plus intimes. Donc c'est merveilleux avoir entendu 76 ans pour ça, mais j'ai perdu ma vie, c'est débile. Mais non, mais le rattrapage est brillant. Non, il est frénétique. Et vers ce Crépitus là, qui était-il? Crépitus, parce qu'il est très fort sur Crépitus, lui. Non. En fait, Crépitus, renseignement pris, c'est un dieu qui a été inventé par Baudelaire. par Baudelaire, je crois qu'il y a un deuxième écrivain dont on parle dans le livre qui en a également parlé dans ses écrits. Non, en réalité, c'était juste une petite plaisanterie, mais quand même, les archées méthanogènes sont présentes dans nos. Baudelaire dit que c'est le dieu que les Romains de la Rome antique honoraient au motif qu'il était le dieu des flatulences. Oui, voilà, mais. Oui, donc on connaît bien les Romains là, comme ça, parce que le niveau d'abstraction par rapport aux Grecs a un peu baissé, quoi. C'est-à-dire, voilà. Mais je dois dire, c'est vrai, disons-le franchement, c'est le dieu des paix qui permet de saluer d'autres experts dans d'autres domaines qui s'appellent le contre-paix. J'essaie de rebondir comme je peux. Est-ce qu'il y a des points de désaccord entre géologues? Est-ce qu'il y a des points de l'histoire que vous racontez dans ce livre, à propos desquels les géologues soit manquent d'informations, soit ne sont pas d'accord entre eux, ce qui peut d'ailleurs aller de pair? Il n'y a que ça. Que ça? Il n'y a pratiquement que ça. Pour une raison toute simple, c'est que lorsqu'on travaille sur des roches qui ont des centaines de millions d'années, qui ont des milliards d'années d'existence, quand on travaille sur l'origine de la vie, quand on travaille sur l'origine des continents, et quand on voit sur quoi les chercheurs travaillent, des fragments de roches déformés, écrasés, recristallisés, etc., on est sûr de rien. Donc, on travaille, on a des hypothèses, on a des arguments, et bien évidemment, il y a des écoles de pensée qui se forment. Donc, il y a beaucoup de domaines aujourd'hui où la certitude sera peut-être remise en question l'année prochaine ou dans. Mais rassure-moi, dans ce que vous racontez, il y a des choses qui sont certaines dans ce livre. Oui. Notamment en matière de datation. Oui, bien sûr. Alors du coup, j'ai envie de vous poser à l'un et à l'autre 2 questions. La première, c'est quelle est l'époque du passé de la Terre que vous aimeriez voir, à supposer qu'on dispose d'une capsule temporelle qui vous emmène dans le temps à l'époque que vous souhaitez, une époque qui correspond à ce que vous imaginez comme étant pour la Terre une phase extrêmement spectaculaire, belle à voir, parce qu'il y a des couleurs, parce que j'ai compris que la Terre, on avait vu de toutes les couleurs, hein. Elle a été bleue, orange, rouge, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel quasiment. Est-ce qu'il y a une période que vous aimeriez voir? Oui, alors moi, sans hésitation, le Cambrien. Le Cambrien, les débuts ce qu'on appelle le Paléozoïque, c'est-à-dire, pour préciser les choses, il y a exactement 540 millions d'années, au moment où il y a eu, on peut dire ça, il y a eu ce qu'on appelle une explosion de la vie, c'est-à-dire que jusque-là, la vie était constituée d'organismes mous, comme des méduses, comme voire même des organismes dont on ne savait pas trop ce que c'était et qui étaient là, positionnés dans les courants océaniques, se nourrissant un petit peu par hasard en fonction des nutriments qui pouvaient passer comme ça. Et là, à partir du Cambrien, il y a eu vraiment une révolution, on peut dire, avec l'apparition des premières carapaces, des premières coquilles, donc les premiers arthropodes, les premiers crustacés se sont formés à ce moment-là. Et c'est aussi la période où sont apparus les yeux. Alors des yeux au départ à facettes,
un petit peu comme les yeux des insectes aujourd'hui, et qui équipait notamment des animaux qui me fascinent, que l'on appelle des trilobites, qui ont disparu à la fin du Paléozoïque, qu'on appelle aussi d'ailleurs l'ère primaire, hein, et qui ont disparu à ce moment-là, et qui, pour moi, peut-être parce que j'ai des origines armoricaines et que les trilobites foisonnaient en armorique à cette époque-là, oui, franchement, c'est l'époque que j'aimerais. Donc, Pierrick Graviot voudrait voir les premiers yeux. Et vous, Éric Orsena? Alors, il se trouve que Isabelle Autissier m'avait invité sur son bateau à voile à naviguer au sud du Cap Horn. Donc on est parti 8 semaines au sud du Cap Horn. Et on a lu un peu ce qui s'était passé. Et il y a eu le moment où le continent antarctique se détache de toute l'Amérique, et notamment l'Amérique latine. Et c'est à ce moment-là que naît le grand courant circumpolaire, qui est le plus puissant de la Terre, et qui bloque la descente des eaux chaudes vers le sud. Ce qui fait que ce que j'aurais adoré voir, c'est le moment où ce continent antarctique, qui était chaud, et il y a toutes les traces qui le montrent comme ça, parce qu'il continuait au fond la terre de feu, et puis tout ce qu'il y avait, et devient froid. Et plus il devient froid, plus il y a de la neige, plus il devient froid parce qu'il devient blanc, donc il y a le mécanisme de raréfaction, l'albédo, etc., etc. Et j'aurais toujours eu envie, parce que moi mes envies marchent à l'idée de raconter des histoires, j'aurais eu envie de raconter ce drame de la solitude. C'est-à-dire que l'Antarctique devient seul et l'Antarctique devient froid. Ça suppose que votre séjour à l'époque, si j'ose dire, a duré très longtemps. Ça a duré déjà très longtemps pour une vie humaine, c'est-à-dire 2 mois parce que ça chauffe. Enfin, la navigation c'était assez costaud, mais voilà. Donc vous voyez, c'est infini. Moi, je m'étais fait un petit pari avec moi-même. Je m'étais dit que vous deux choisiriez l'époque où s'est produit ce que vous appelez l'envol des emplumés. Aussi. Parce que je dirais que votre plume est très alerte pour décrire ce processus. Peut-être qu'on peut le rappeler en quelques phrases. L'envol des emplumés, c'est quoi? Alors, l'envol des emplumés, c'est tout simplement l'envol des dinosaures. Il faut savoir qu'on s'est aperçu, il n'y a pas très très longtemps d'ailleurs, que les dinosaures, pour une bonne part d'entre eux, étaient recouverts de plumes. Bon. Et là aussi, il y a quelques années, on imaginait que les oiseaux avaient pu voler, que les plumes étaient apparues pour faciliter le vol des oiseaux. En réalité, pas du tout. C'est une approche finaliste. En réalité, pas du tout. Il se trouve que les dinosaures étaient affublés de plumes pour des raisons esthétiques, la Fashion Week, des trucs comme ça, quoi. mais comme pour les parades sexuelles, par exemple, ça peut être t'en es pas loin, absolument, mais aussi peut-être pour se protéger du froid. Bon, et les oiseaux, donc ensuite, ont simplement bénéficié de l'existence de ces plumes qui étaient antérieure au vol. Ce qui est magnifique, ce que tu dis, c'est que les plumes donc étaient antérieures au vol, et on a des plumes, pourquoi on ne volerait pas? Ça, c'est magnifique, ça. Pourquoi tu dis pas? Ça veut dire que tu oses voler. Tu vois, c'est toujours la même chose. Une fille te regarde, j'ai une tête de cake, mais ça fait rien, on va quand même essayer. C'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire, le reste, on s'en fout. Bon, j'ai l'impression que vous n'avez pas écrit le même livre, en fait. donc effectivement, vous êtes co-auteur de 2 livres différents. C'est ce qu'on appelle la vie. Donc, si on a le droit à plusieurs voyages, je repars. Ce rêve de fusion dans sa vie personnelle, on va rien en dire, mais enfin, de manière générale, pas du tout. Il y a des séparations, on se retrouve par hasard, par un concours de circonstances. C'est ça, la vraie définition. C'est pas une conversation scientifique, c'est un concours de circonstances. France Culture est un concours de circonstances. D'ailleurs, qui est le lien entre France et culture, c'est quand même un formidable concours de circonstances. Fragile. Bon, alors, je vais en profiter de ce lien improbable entre la France et la culture pour vous poser à l'un et à l'autre la dernière question. C'est
En utilisant cette même machine qui permet de remonter dans le temps, cette capsule temporelle, quelle est la période que vous choisiriez pour la visiter afin de comprendre ou d'élucider un mystère qui reste entier dans l'histoire de la Terre? Il s'est passé quelque chose que personne ne comprend et en y allant, peut-être pourriez-vous éclaircir l'affaire. Alors, là encore, sans hésitation, l'origine de la vie. Ouais, facile. Bon, enfin, facile mais fascinant. Non, facile à dire. Oui, oui. Alors, le problème pour l'origine de la vie, c'est comment régler la machine. Comment régler la machine? Parce que on ne sait pas où elle est, parce qu'on ne sait pas si la vie est apparue en bord de mer, est apparue dans l'espace, est apparue dans les profondeurs abyssales des océans, près des cheminées hydrothermales qui apportaient la minéralisation nécessaire et la chaleur. On n'en a aucune idée. Donc on ne sait déjà pas régler la machine, on ne sait pas où elle est. Mais est-ce qu'on sait si cet événement a été unique? Est-ce qu'il n'y a pas pu y avoir apparition de la vie, puis anéantissement, puis réapparition? Alors ça c'est effectivement une hypothèse. C'est une bonne question parce que ça voudrait dire que notre fragilité pourrait aboutir à la cessation de la vie, quitte à ce qu'elle reprenne après, avant l'extinction définitive du Soleil. Donc vraiment très bonne question. Voilà, complètement. Et certains chercheurs effectivement pensent qu'il y a pu y avoir une première génération qui aurait pu émerger il y a plus de 4 milliards d'années. Dès qu'il y a eu de l'eau sur Terre et une température, une première atmosphère et une température quand même pas trop importante, et une première génération qui aurait pu être éradiquée par les impacts météoritiques et qui ensuite aurait pu reprendre une deuxième fois. Et cette question m'amène à une réflexion, on en a parlé il n'y a pas très longtemps avec Eric, c'est celle de la génération spontanée. Pasteur a démontré que la génération spontanée n'existait pas. Si ce n'est que cette génération spontanée, elle a au moins existé une fois, c'est-à-dire au moment du passage de l'inerte au vivant. Et votre question, votre réflexion m'amène à penser qu'il y a peut-être aujourd'hui encore des endroits sur la Terre où la vie est créée en parallèle de la nôtre. Alors cette émission se termine, hélas, on n'a pas eu le temps d'évoquer toute l'histoire, on n'a pas le temps d'évoquer les coccolithophoridés, à propos desquels j'avais maintes questions à vous poser, on n'a pas pu évoquer la naissance des montagnes, qui me sont pourtant si chères, etc. Mais en tout cas, je recommande Éric Orsenna et Pierre Iraveau, c'est pas vous, je recommande, c'est vos auditeurs de lire votre livre. On peut aussi recommander, finalement, de le relire, de relire ce livre qui s'intitule « Il était une fois à la Terre », paru chez Gallimard, illustré par Serge Bloch. Mais tout de suite, nous retrouvons Alexandra Delbo pour sa chronique Avec Science.